Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice qui sera riche et variée aujourd'hui puisque nous pousserons les portes de l'atelier Sainte-Croix des Arts à Metz qui consacre une très belle exposition collective à Sainte-Barbe. Nous rencontrerons également le comédien Nicolas Huizard qui nous présentera L'Atoirissage, un spectacle de Noël 100% magique. Et puis je vous l'avais promis, vous retrouverez le grand peintre, auteur et compositeur Serge Rezvani dont les chansons inédites sont aujourd'hui interprétées par la nouvelle scène musicale. Mais tout de suite, c'est un écrivain mosellan qui va vous surprendre, Sébastien Passy. Il dévoile La colère du ciel, le dernier roman de sa trilogie Fondation. Retrouvons-le à la petite librairie d'Ars-sur-Moselle. Pour en savoir plus, bienvenue. What is a bus? What is a watermalice? What is a bus? What is a watermalice? Sébastien Passy, bonjour. Bonjour Alicia. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Nous sommes... Plaisir partagé. C'est gentil, merci. On se trouve à la petite librairie, Oui. à Ars-sur-Moselle. Et là, il se trouve que tu viens nous présenter, on s'y attendait, on l'attendait comme le loup blanc, cet opus, La colère du ciel, troisième et dernier opus, donc d'une trilogie, la trilogie Fondation. Ouais. Tu nous avais laissé dans le dernier numéro sur le pas de la porte, on peut dire ça, Oui. avec un petit mot Exactement, qui avait était été glissé sur le paillasson. qui Ouais. s'adressait donc à Lucie. Oui, en tout cas aux habitants de l'appartement. Aux habitants. Ouais. Et je parle de Lucie parce que c'est vrai que dans ce nouveau et dernier numéro, eh bien, Lucie va prendre une place vraiment centrale. Nos trois protagonistes qu'on adore, à savoir Martin, Patrick et donc Lucie, vont encore être embarqués dans une drôle d'aventure. Comment est-ce qu'elle s'est nouée, cette intrigue? Comment est-ce que tu l'as écrite cette fois? Ouais, alors Lucie, elle a vécu, tu l'as dit, dans les deux premiers tomes, des aventures qui sont assez extraordinaires, assez mouvementées, dans un laps de temps restreint. Et il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait le contre-coup de ces aventures. Et donc là, le troisième tome, c'est le moment où il y a une petite baisse de morale, voilà, où il y a une prise de conscience de la gravité de la situation. Et évidemment, l'état de Lucie, qui est tant aimée par Patrick et Martin dans cette famille assez remarquable aussi, eh bien, ça rejaillit sur l'ensemble des membres de la famille. Peut-être que tu peux nous resituer rapidement pour les téléspectateurs qui n'auraient pas encore lu les deux premiers livres. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé rapide, nous recontextualiser un petit peu l'histoire de ces protagonistes? Alors, tout commence par un concert qui est donné en juin 2012 à la Fondation Mozart à Paris. Et ce concert qui est donné à la Fondation Mozart en juin 2012, c'est un concert exceptionnel parce qu'il est donné sur le pianoforte qui a appartenu à Mozart. Et pendant le transfert de l'instrument, au moment du déchargement, il y a un incident et on va découvrir à l'intérieur de ce pianoforte quelque chose qui va mener à des aventures dans toute l'Europe et au-delà, puisqu'on va se retrouver aussi à New York au bout d'un certain temps. On va se retrouver dans la sphère franc-maçonne, puisque Mozart était franc-maçon. On va se retrouver en lien avec les esprits, puisqu'on va croiser une pianiste qui disait être en lien avec des compositeurs morts, une pianiste qui a vraiment existé au milieu du XXe siècle. Enfin voilà, on est sur une saga qui se développe vraiment sur 2 siècles et qui embarque le lecteur dans des aventures au cours desquelles on ne s'ennuie pas, je crois pas. Et on ne s'ennuie pas du tout et on s'attache énormément à ces personnages. Je le disais, j'évoquais Lucie, il y a une dimension peut-être psychologique encore plus forte dans celui-ci, avec cette héroïne, et qui va se retrouver peut-être embarquée aussi, pas dans une secte, mais dans un courant, dont je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne vais pas réussir à le faire correctement. Les anthroposophes. Voilà. Les anthroposophes. Et ce qui te permet effectivement d'aller creuser son personnage dans ce livre-là. Parce que j'écoute beaucoup le retour des lecteurs en fait, et c'est vrai que les lecteurs dès le départ se sont vraiment attachés à cette famille et ils m'ont dit c'est super, on est vraiment dans le cœur de l'action, on est vraiment sur un rythme très dynamique, mais on aimerait en savoir un peu plus, qu'il y ait un peu plus d'épaisseur dans ces personnages. Et puisque je les écoute et quand ils ont raison, parce que je pense qu'ils ont vraiment raison, voilà, j'ai vraiment développé ce côté psychologique, ce côté relation à l'autre. Les liens familiaux
familiaux. Les liens familiaux, Très fort. effectivement, forts et puis parfois complexes, hein. Donc j'ai vraiment voulu travailler sur cet aspect plus psychologique, plus proche de la réalité, puisque au fur et à mesure des 3 opus, cette frontière entre la réalité et la fiction, elle est de plus en plus fine, en fait. Et j'allais y venir, et c'est ça qui est toujours intéressant avec toi, c'est quand on lit le livre, tu glisses parfois des cartes d'identité des personnages, on va retrouver des actes de naissance, et on a l'impression que tout cela est vrai. J'avais envie de m'amuser avec le lecteur et que le lecteur participe aussi de la construction de l'histoire. Oui, oui. Et qu'il y a plein de clins d'œil et je m'amuse en écrivant, en imaginant ben voilà, peut-être la réaction du lecteur et quand je falsifie des documents, parce que je suis un grand faussaire en fait, eh bien ça m'amuse de me dire voilà, certains vont se demander ou vont faire des recherches sur Ouais, internet c'est ou ça. voilà. On va Et, vérifier. et ben je trouve ça super sympa. Oui, là j'ai un document de l'université de Voilà, Cergy-Pontoise, là tout par à exemple, fait, tout à fait. qui est là. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a une jouissance à toujours jouer avec ces personnages, à jouer bien les sûr, enquêteurs bien sûr. et à plonger aussi dans l'histoire. à chaque Exactement. fois. Et puis la jouissance de créer des vies, en fait, hein, parce que moi, j'ai vécu avec ces personnages-là pendant 3 ans. Ouais. Et ce sont devenus des amis, hein. J'ai vraiment moi-même été pris à mon propre jeu. Et là, entre la réalité et la fiction, des fois, je pensais vraiment que j'allais rencontrer Patrick, Martin, Lucie dans la rue. Et voilà, donc c'est aussi... c'est comme mes petits bébés, mes personnages, et c'était aussi un jeu de pouvoir les mener sur des chemins qui sont des chemins, dans le 3e, un peu plus sombres que dans les 2 premiers opus. On n'en dira pas plus. Tu sais que j'aime bien de passer à la moulinette avec mes petits questionnaires. Alors, vas-y, Alicia, vas-y. La dernière fois, c'était autour de l'attente. Oui, puisque voilà, c'était le ciel exactement, t'attendra. ouais. Là, ça sera autour de la colère. Ah bon, Bon, sacré programme. qu'est-ce qui te met en colère? La bêtise. Honnêtement, je pense que vraiment, ce qui me vient spontanément, c'est vraiment la bêtise, l'intolérance. J'allais dire un gros mot, mais je pense que c'est vraiment la connerie qui me met en colère. Maître Yoda, Oui. grand référent, aime à répéter que la peur mène à la colère à la haine mène à la souffrance. Et toi, quel serait peut-être ton dicton? Indépendamment de la colère, hein, bien sûr. Mon dicton, ça serait très basique. Alors là, je sais pas, c'est peut-être pas Maître Yoda qui l'a dit, mais ça serait carpe diem. Carpe Vraiment, diem. ouais. Profitons, la vie, elle passe. Quand on avance en âge, je suis encore jeune, mais enfin bon, j'ai plus 20 ans non plus. Je pense qu'on a cette conscience de la fugacité de la vie, voilà, et donc vraiment profiter et essayer d'éliminer le plus de personnes nocives, négatives dans l'entourage et vraiment se recentrer sur les choses essentielles, hein, qui sont l'amour des siens et puis l'amour qu'on peut prodiguer aux autres aussi, qui fait du bien. Tu évoques Carpe Diem, moi je pense au Cercle des poètes disparus. Ouais, ouais. Forcément, si tu étais un film, Ouais. quel film serais-tu? Alors, ça va pas être un truc d'intello, hein, mais moi, c'est d'ailleurs la référence en exergue, c'est un extrait de ce film-là. Moi, c'est La Boum. Oui, Hein, ouais, La Boum de Claude ils se font une Pinoteau. bonne soirée avec Voilà, dans le livre. exactement. Donc, c'est mon film Madeleine de Proust qui me replonge complètement dans les années 80, Ouais. dans mon enfance. Voilà, j'adore. Et toi qui es un grand musicien aussi, compositeur, si tu étais une musique? Alors, si j'étais une musique, je serais une musique de Dimitri Shostakovich. C'est un compositeur du 20e, un compositeur russe du 20e. Parce que sa musique, elle est complètement dans tous les sens, c'est-à-dire elle peut être extrêmement romantique, très très douce, mais aussi très rude, très rugueuse. Et je pense que c'est ce que je suis. Voilà, je suis quelqu'un qui peut avoir un cœur d'artichaut et en même temps, je peux aussi devenir très très rude dans mon Piqué rapport, comme un un cactus. petit peu piqué comme un cactus. Voilà, c'est ça. Enfin, pour terminer, c'est une question que j'aime toujours poser, c'est à quoi sert d'écrire? Oh à quoi sert d'écrire? C'est se sentir vivant, déjà, et puis le partager, parce que l'écriture, c'est un acte éminemment solitaire. Et en fait, ce que j'aime aussi dans l'écriture, c'est tous ces moments de rencontre avec toi, avec les téléspectateurs, mais aussi dans les salons, dans les librairies. Et ça, c'est un virus qui m'a pris et je pourrais plus m'en passer. Cette rencontre avec les lecteurs, les néo-lecteurs. Ouais. Donc on s'attend à bientôt peut-être un autre roman, peut-être dans un Ouais. autre style? Alors, ce ne sera pas un autre style parce que j'ai commencé à écrire le Ça y est. 4e roman. Ça sera aussi un polar, peut-être un roman noir où on sera vraiment dans quelque chose de plus sociétal,
J'ai aimé creuser le côté un petit peu sombre des personnages et j'ai envie d'explorer, de continuer à explorer ce côté-là. Et peut-être avec un personnage récurrent, Ouais. on verra. D'accord. Bon, alors en attendant, on a La colère du ciel Ouais. qui est là. C'est le 3e volume de la trilogie Fondation. Oui. On peut également se procurer Tomber du ciel, Le ciel attendra. Oui. Et puis donc celui-ci, on va se régaler. Les fêtes approchent On- toujours bien. Hein, Très pour- bien, très pour bon soi, cadeau, voilà, pour les cadeaux. exactement. On peut se le procurer ici aussi à Oui. la petite librairie, Oui, à Ars-sur-Moselle oui, et dans toutes les bonnes librairies indépendantes. exactement. Merci beaucoup Sébastien. Merci Alicia. À bientôt alors. À bientôt. Et puisque nous nous trouvions à la petite librairie d'Ars-sur-Moselle, j'ai voulu savoir pourquoi Sébastien Passy aimait tant ce lieu, et à l'inverse, pourquoi la libraire aimait tant Sébastien et ses livres. Voici leur réponse. On recommande les livres de Sébastien parce qu'on trouve que les enquêtes sont vraiment très captivantes et nous emmènent à travers les temps, à travers les âges, on peut le dire. Hein. On a adoré cette intrigue autour de la musique, on a adoré voir débarquer le personnage de Mozart dès le début de la trilogie. Et puis la conclusion de la trilogie est tellement réussie, les personnages sont tellement attachants que c'est vraiment une trilogie qu'on recommande à tout le monde, les yeux fermés. Pourquoi j'aime la petite librairie? Parce que ma libraire préférée est tatouée. Non, sérieusement, j'aime ma petite librairie parce que c'est ma librairie médicaments, c'est-à-dire qu'on a des libraires extraordinaires, super sympas, qui conseillent parfaitement bien, qui connaissent les clients par cœur, voilà, et qui accueillent les nouveaux clients avec grand plaisir. Et moi, j'aime Sébastien Passy parce que comme moi, il aime le vin, le bon vin. Et aussi parce que dès qu'on s'est rencontrés, ça a bien matché. Hein. On a tout de suite su qu'on allait être amenés à se revoir et à faire un tas de choses ensemble. Et puis quand Sébastien vient, au-delà de la rencontre littéraire et au-delà du texte, on sait qu'on va partager tout un tas de choses et que nos lecteurs vont passer une très bonne soirée très conviviale avec quelqu'un d'extrêmement sympathique. C'est adorable. Je te fais un bisou. On va prendre votre prénom et votre nom. Gérard Philippe. Erika Zaraï. Ça c'est bon, je vais le dire. Il ne manque pas d'humour, ces deux-là. Courez à la petite librairie d'Ars-sur-Moselle pour vous procurer le dernier roman de Sébastien Passy et faire le plein d'autres bons livres. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre au carreau de Forbach pour y vivre un moment unique avec Madame Arthur. Madame Arthur, le premier cabaret de créatures travesties en France, né à Paris dans les années 40. Cabaret qui se déplace aujourd'hui chez nous pour offrir un spectacle mêlant musique classique et actuelle, opéra, théâtre, danse. Un spectacle tout spécialement conçu pour le carreau. Regardez. Au cabaret, tu peux rêver, tu peux aimer qui tu veux et c'est très très précieux. Ambiance de folie garantie avec Paris-Berlin, c'est parti 3 qui se jouera au carreau de Forbach mardi 19 décembre à 20h. Et intéressons-nous à présent à une autre grande dame, mais dans un tout autre style, puisque je veux parler de Sainte-Barbe, que l'on connaît pour être la patronne des pompiers, artilleurs, mineurs, mais savez-vous qu'elle est aussi la patronne du pays messin? C'est vrai qu'on retrouve peu de traces de cette figure messine dans les lieux privés, publics et religieux, de quoi interroger l'historien Claude Buttner, mais aussi nos amis de la galerie Sainte-Croix des Arts, qui ont invité plusieurs artistes mosellans à livrer leur vision de cette sainte, vision que l'on découvre aujourd'hui à travers une exposition divine et collective. Sainte-Barbe était une jeune fille qui avait 17 ans, c'était vers le IIIe siècle, qui voulait se convertir au christianisme contre l'avis de son père qui était un polythéiste. Et elle a tenu tête, elle a refusé de changer d'avis, elle a été torturée et elle a été décapitée par son père qui, au moment de la décapitation, a été foudroyé. C'est pour cette raison que de nombreuses professions liées à l'incendie, au feu, à l'artifice, à l'explosion ont choisi Sainte-Barbe comme patronne. Et dans l'histoire, lors d'une croisade, un Lorrain aurait ramené une relique de Sainte-Barbe à Metz. Et il y a autour de la relique une espèce d'effervescence
Et tout doucement, Sainte-Barbe s'est implantée dans la ville. Elle a même été fêtée. Fêtée et soutenue par les familles implantées dans la République de Metz. Des pèlerinages ont d'ailleurs eu lieu entre Metz et la commune de Sainte-Barbe, où est érigée une église à son nom. Et aujourd'hui, ce sont 16 artistes qui dévoilent une ou plusieurs œuvres interrogeant l'histoire de cette sainte et martyre à travers des modes d'expression très différents. Ici, un secrétaire à intention, une œuvre participative signée Tommy Laszlo. On prend un petit papier ici, on le remplit et on le fixe dans un des trous de ce secrétaire avec dessus écrit une intention à envoyer à Sainte-Barbe ou par exemple. Une autre œuvre participative qui est proposée par Jean-Christophe Diedrich qui permet, avec un système de QR code, d'envoyer une pensée ou un message à Sainte-Barbe. Et les messages seront recueillis et Jean-Christophe en fera quelque chose pour une œuvre suivante. Les œuvres sont réparties dans toutes les pièces de l'atelier. Et donc par exemple ici on a quelques œuvres intéressantes, des photomontages qui sont réalisés par Christian Leguet, qui s'est inspiré d'un vitrail sur Sainte-Barbe qui est dans l'église de l'Hôpital, qui est en Moselle-Est. On a également d'autres œuvres comme celle-ci, qui font référence à la vie de Sainte-Barbe à Metz. Sainte-Barbe évincée de Metz, avec la petite ville de Metz à ses pieds, ou Sainte-Barbe qui défend Metz, puisqu'elle a essayé de s'opposer à la venue du grand Saint-Nicolas. Et ici la relique, la fameuse relique, qui a été évidemment inventée, ça c'est le point de vue de l'artiste. Alors le choix a été fait, c'est le pied. Ici un pied, là une Vierge rouge qui attend vos confessions, à moins que ce ne soit l'inverse. Cerise sur le gâteau, vous pourrez prolonger la visite en vous rendant à 5 minutes de là, au musée de la Cour d'Or, pour découvrir les œuvres historiques du fond du musée. De quoi s'offrir une belle balade, tout à la fois historique et artistique, qui ne manquera pas de vous éclairer sur Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, un saint peut en cacher un, une autre, une exposition à découvrir jusqu'au 23 décembre à l'Atelier Sainte-Croix des Arts à Metz. Autre événement à ne pas manquer, théâtral, celui-là, l'Atoirissage, un spectacle de Noël que le comédien Nicolas Huizard interprétera sur la scène du Café Gueulard de Nilvange. Et bien sûr, qui dit Noël dit magie. Dans l'autre sens, en fait, on fait toujours cette petite clé, clac, et on reprend dans l'autre sens. Voilà. C'est simple, hein, voilà, elle sait très bien le faire. Et à partir du moment où on frotte, on remet à l'intérieur et on fait ça et clac, et voilà. Ben voilà, tu le fais super bien. Non mais franchement, c'est super génial. Je m'appelle Nicolas Huizard et je suis comédien avec une grosse formation en magie et plein de rencontres dans ma vie, comme des personnes qui ont fait du conte, qui ont fait des marionnettes, qui ont fait plein de choses. Et du coup, maintenant, je l'intègre aussi à mes spectacles. On va vivre en fait compte les dernières minutes avant l'atterrissage du Père Noël. Voilà. Et il faut préparer ce terrain, ce fameux toit. Voilà. Donc au mieux pour que l'atoirissage se fasse rapidement et dans les meilleures conditions parce que bien sûr il doit distribuer énormément de cadeaux rapidement. Et je vais former donc ces lutins à cette magie de Noël. On va être plongé vraiment dans un univers de Noël. Voilà, c'est vraiment ce but-là de faire déjà waouh, en disant on est vraiment avec la musique, avec vraiment l'aspect théâtral, vraiment et jouer sur ces émotions de Noël, et essayer de redécouvrir ça. Il y a de la marionnette. Il y a du théâtre, il y a beaucoup de comédie. Il y a aussi donc de la magie. Et bien sûr, ici, tout est possible. Bon, par exemple, voilà, si on prend ces petites poussières d'étoiles qui sont un peu partout, si on prend des petites choses comme ça, un peu de tout comme ça, voilà, sur n'importe quoi, on peut passer du tout au rien. Et c'est pas rien du tout, non.
Non, ok, on va le refaire, mais vraiment avec l'aspect magique du petit lutin, en fait. Il faut penser qu'on est un lutin magique de Noël. Et si on prend de la poussière d'étoiles, tout devient possible. You know what I know. That child. Pour découvrir l'atoirissage, rendez-vous au Café Gueulard de Nilvange les 13 et 27 décembre prochains. Revenons maintenant sur la venue d'un grand homme, artiste exceptionnel, Serge Rezvani. Le peintre, écrivain, auteur, compositeur Serge Rezvani, qui était de passage à Metz dans le cadre de la carte blanche accordée par l'association Cinéart. J'en ai profité pour lui souffler quelques mots et questions à l'oreille. C'est un néologisme que j'ai inventé. Donc ça m'inspire parce que plutôt j'ai inventé ce mot après avoir été inspiré par la pluri-indisciplinarité. Vous tournez là en ce moment ? Ah d'accord. Être pluri-indisciplinaire, je pense que c'est vraiment être capable d'être universel et que la création, bon, on veut bien ça de Léonard de Vinci, mais c'est à peu près le seul à qui on permet d'être pluri-indisciplinaire. Autrement, il faut être vraiment discipliné, disciplinaire, être dans une discipline. Voilà. Donc je pense que, sans me comparer à Léonard de Vinci, je veux bien être une petite civilisation en moi tout seul. Je suis peintre, je suis écrivain, je suis poète, je suis musicien. Et ça me passionne, voilà, la création me passionne. Oui, ça, je l'ai pris. C'est un pseudonyme que j'ai pris. Cyrus, c'est mon nom de naissance, c'est le baptême, que j'ai abandonné parce que les gamins, à l'époque, se moquaient énormément de ce nom. Donc j'ai pris Serge. Et puis Bassiak, ça veut dire en russe, va-nu-pied. C'était une manière de dire que je ne faisais pas de la chanson pour gagner de l'argent, ou pour être connu, ou pour... Mes chansons, c'était vraiment, ça venait du fond de moi-même, et c'était surtout pour séduire ma femme, Lula, voilà. Ça a été sur 60 ans de vie. Les chansons venaient toutes seules, je ne tenais pas à en faire, elles venaient, voilà. Je ne sais pas comment. Alors là, c'est une chanson qui est venue toute seule, et que j'ai écrite presque, je ne sais même pas si je ne l'ai pas écrite très rapidement pour un dîner avec Jeanne Moreau et son mari, parce que c'était une manière gentille de me moquer d'eux, parce qu'ils se séparaient, ils revenaient, ils se séparaient. Et bon, c'est de grands amis, je les aimais beaucoup. J'ai écrit une chanson qui ne fait pas partie de cet album, qui ne fera partie d'aucun album, je crois. Il s'appelle « Gloire à Dieu », où je mets en accusation vraiment tout le mal qu'on peut faire au nom de Dieu et des dieux. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est tout. Au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait au nom de Dieu? On sacrifie les nouveau-nés, on massacre, on fait n'importe quoi au nom de Dieu. Au nom de Dieu, depuis longtemps, on a fait beaucoup de choses terribles. Et Dieu, le pauvre Dieu, il doit être navré de voir que les humains, en son nom, osent aller jusque-là, faire du mal à leurs semblables. Je pense que tout le monde est malheureux de ce qui se passe aujourd'hui, et d'autres y trouvent du bonheur. Ça, c'est inquiétant. Il y a un film qui m'a marqué dans mon existence, j'avais 9 ans. J'étais à Genève, et c'était Les Révoltés du Bounty, pas celui avec Brando, qui est vraiment pour moi. Non, avec Charles Laughton et Clark Gable. Et quand j'ai vu ce film, j'étais à 9 ans, j'étais tellement scandalisé que je me suis dit, il faudra absolument que je ne vive à part. J'étais gamin, donc l'île déserte évidemment, mais boisée, pas déserte. Avec une femme que j'aimerais, qui accepterait de vivre, et j'ai vécu ça. En 50 ans, je peux dire que j'ai vécu sur une autre île, et uniquement avec elle, avec des amis bien sûr, mais néanmoins je crois que ce vœu a été exaucé. Je vais vous faire rire peut-être, celle qui m'a toujours le plus touché quand j'étais peintre, je ne suis plus peintre maintenant, c'est la toile vierge. Parce qu'il y a tout à remplir. C'est ça. Voilà. Il y a tout à faire.
avec le talent, autant que possible. Je pense que c'est une manière de se dédouaner de la saloperie que nous faisons sur Terre en ce moment, et depuis longtemps. Quand tu me serres contre toi, ça me bouleverse d'une telle joie. Quand tu me berces, suis-je encore moi? Suis-je bien à toi et tu à moi? Est-ce bien nous qui sommes à nous? L'immense Serge Rezvani, dont vous pouvez aujourd'hui retrouver les chansons inédites interprétées par Philippe Catherine, Dominique A, Vincent de Dienne et d'autres sur ce magnifique album Chansons pour Lula, un album à l'initiative duquel on retrouve Françoise Canetti, fille de l'illustre producteur Jacques Canetti. Elle revient sur cette belle aventure, car elle était de passage, elle aussi, à Metz. Alors je vous laisse en sa compagnie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Plein de Culture Pardi. Allez, bye bye. Moi, cet album, ça représente tous mes rêves. Parce que j'ai vu mon père, Jacques Canetti, enregistrer les chansons de Cyrus Bassiac, chantées par Jeanne Moreau. Quelques années après, je rencontre Monsieur Serge Rezvani. Et Monsieur Serge Rezvani me fait découvrir ces chansons inédites, des vraies pépites. Il y avait une valise de chansons. Et quand j'ai vu une chanson qui s'appelle « Surtout ne demande pas ton chemin » à celui qui le connaît trop bien, sinon tu ne pourrais t'égarer. Je me suis dit, mais cet homme, c'est magnifique. Et donc, il m'a autorisé à prendre quelques-unes de ses chansons, à les proposer à de grands artistes de la chanson française, Dominique A, Philippe Catherine, Cali Vincent de Dienne, et une jeune femme formidable qui s'appelle Léopoldine HH. Voilà, alors ces chansons, il y a un univers qui est un univers où il y a une histoire. À chaque fois, il y a une petite histoire, et puis il y a une histoire. Et derrière cette histoire, il y a un conte philosophique qui vous apprend quelque chose sur le monde et sur vous-même, et sur cette relation au monde. Voilà. Donc merci Serge Rezvani. Ces multitudes mises de côté, qui elles aussi ont droit à cette terre. Soyons les citoyens d'un idéal humain. Chantons, chantons, qu'un chant commun dessine notre destin. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.